Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Je suis ravi d'entamer et de lancer cette matinée avec, on pourrait presque souhaiter le quasi-anniversaire de la loi Pacte, puisque ça fait presque 2 ans. Alors on pourrait se dire, il y a toutes ces entreprises qui ont mis leur raison d'être dans leur statut, Carrefour, EDF, Orange. On pourrait se dire aussi qu'il y a plus d'une centaine d'entreprises qui maintenant sont devenues à mission. On pense à Danone spontanément, on pense à Maïf, on pense à plein d'autres. Moi, j'ai envie de commencer avec un chiffre un peu plus raide. Un chiffre qui nous rappelle quand même que 86% des marques pourraient disparaître et finalement, ce serait dans l'indifférence la plus générale. Ce chiffre, ça ne veut pas dire qu'on est dans un problème de biodiversité, c'est plus une question d'indifférence. Et pour comprendre le rapport qu'il y a entre ce chiffre et le sujet du jour, c'est qu'en fait, une des raisons d'attachement, une des raisons pour lesquelles des gens, vos clients, pourraient se soulever si jamais vous disparaissez, c'est que vous auriez une RSE exceptionnelle ou en tout cas un bénéfice collectif formidable. Parce que ce chiffre-là vient d'une étude que nous faisons, Laurent a mentionné, qui s'appelle Meaningful Brand, on l'a fait depuis 12 ans. Ce chiffre, il n'est pas encore sorti, je vous l'ai passé, mais l'étude n'est pas encore réellement sortie, c'est des premières sorties. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui explique l'attachement à une marque, c'est bénéfices fonctionnels, des bénéfices personnels, mais aussi des bénéfices collectifs. Et on peut se dire, mais quel est le poids de ces bénéfices collectifs dans l'attachement aux marques? Alors quand on se pose la question, peut-être que certains d'entre vous connaissent le chiffre parce qu'ils ont déjà vu l'étude, mais quand on se pose la question, en tout cas moi, la première fois que je me suis posé la question, je me suis dit, ça doit être 5, 10, 15% maximum. Or, l'étude montre que c'est 28% du poids d'attachement à votre marque qui vient d'une dimension RSE. L'éthique, la transparence, le fait que vous bénéficiez à la collectivité. Et quand on creuse encore au sein des différentes raisons qui ont accéléré entre la dernière étude de 2019 et l'étude qu'on va sortir là, on voit tous ces items-là, qui sont des items de valeur, partager des valeurs au sein d'une communauté, qui sont des items d'environnement. Est-ce que cette marque me donne les moyens d'être plus respectueux avec l'environnement? Qui sont des items de salaire, d'emploi. Est-ce que cette entreprise crée de l'emploi et traite bien ses employés? Alors on peut se dire que tout ça a été accéléré en partie par la crise que nous traversons, puisque cette étude-là a été faite fin août, début septembre. Il n'empêche, ces 3 items-là sont ceux qui progressent le plus dans l'étude au sein de 45 autres items où on parle de prix, de qualité, de ça me fait gagner de l'argent, ça me fait gagner du temps et ainsi de suite. Et quand on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes, aux moins de 35 ans, ce qui est le plus important pour eux, il y a certes ce que je viens d'évoquer, l'éthique, la transparence, mais là remonte encore un item encore plus fort, leader social s'engage dans une cause. Alors on connaît un petit peu les causes que pourraient avoir les moins de 35 ans, et même les plus de 35 ans, vous avez vu la vidéo, toute cette série de causes. Et puis on pourrait se dire, finalement c'est formidable, parce que j'ai une politique pour l'emploi, j'ai une politique pour le handicap, j'ai une politique pour l'égalité homme-femme, donc moi en tant que marque, j'ai pas encore dit à tout le monde, j'ai peut-être besoin de le dire, mais je suis plutôt à l'aise sur ces différents items. Sauf qu'aujourd'hui, les items de RSE, ce n'est pas uniquement ces items. C'est aussi les items que vous avez vus dans la vidéo. Et donc, c'est aussi des items qu'on pourrait qualifier sous le verbiage de woke. Ça concerne la couleur de peau, ça concerne l'orientation sexuelle, c'est les questions de genre, c'est les questions de religion. Et toutes ces questions-là, les gens nous les posent. Et les posent aux marques. Et disent aux marques, mais comment vous les traitez? Comment vous en saisissez? Qu'est-ce que vous faites? Alors aux États-Unis, c'est assez simple, toutes les marques se sont emparées d'un sujet, mais ça donne potentiellement une société où il y a des oppositions, où il y a des fractures. En France, comment faire? Alors, mon partenaire, mon compère Benoît Lausier, avec qui on dirige le Cortex d'Havas, a une idée, lui. Il dit, il faudrait en fait que les entreprises prennent comme exemple la République. Et il se trouve que c'est une idée qui intéresse les gens, puisque vous avez l'occasion de le croiser, il vous racontera les résultats de l'IFOP qui montrent comment les entreprises peuvent se saisir de ces sujets. Mais ça reste des sujets excessivement sensibles. Et puis une fois qu'on a décidé quelle posture, quelle attitude on allait avoir sur ces sujets, comment en parler? Et là, j'assiste sur un truc, c'est que ça fait à peu près 4 ans qu'on a un partenariat avec le laboratoire de neurosciences cognitives et computationnelles de Normalsup. Donc voilà, ce sont des gens qui travaillent sur le fonctionnement du cerveau. Ils ont travaillé notamment sur
tout ce qui est interface homme-machine. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux sur le processus de décision. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire quelque chose ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de voter, d'acheter, d'agir, d'adhérer à une cause? Et il se trouve qu'à chaque fois qu'on reçoit une information, et tous les jours le cerveau reçoit des milliards d'informations, là vous recevez des informations, à chaque fois que le cerveau reçoit une information, il le confronte à ses valeurs, à nos valeurs. Alors les valeurs, c'est lié à notre éducation, c'est lié à notre histoire personnelle, c'est lié à l'endroit où on vit. Et puis ça peut changer un peu, mais le fait est que ces valeurs-là sont le réel filtre de nos actions. Ça fait qu'on adhère à un propos, ça fait qu'on le rejette. Ça fait qu'on s'engage ou ça fait qu'on est potentiellement complotiste. Donc c'est important de se poser cette question. Ces valeurs-là, quelles sont-elles? Et comment, en tant que marque, j'arrive à m'adresser à mes clients, à mes prospects, pour leur parler de mes valeurs et qu'ils les écoutent et qu'ils les reçoivent et qu'ils y adhèrent. Et le deuxième truc qu'on a appris en discutant avec les gens de l'ENS, c'est qu'on ne parle pas de valeurs comme on parle de rapport qualité-prix. Et pourtant, parler de rapport qualité-prix, c'est quelque chose de super complexe. Je pense que des centaines de marketeurs et de communicants se sont arrachés les cheveux sur ce sujet depuis des années, c'est très compliqué. Parler de valeur, quand on observe le comportement du cerveau, c'est encore plus complexe. Parce que si vous êtes très explicite, très rationnel, vous pouvez paraître idéologique. Et là, il peut y avoir un rejet. Mais si vous êtes complètement émotionnel, complètement implicite, vous pouvez paraître flou et pas précis. Et donc, il y a toute cette navigation qui est essentielle, sur lequel peut-être un jour je reviendrai, parce qu'on est en train encore de poursuivre cette recherche, mais toute cette navigation essentielle qui fait qu'aujourd'hui, sur la RSE, sur les valeurs, que ce soit sur le fond, que ce soit sur la forme, on a encore, je pense, à peu près tout à réinventer. Et c'est à ça que sert cette matinée. Merci.